2 chiffres ont suffi à faire basculer la nuit. Dans les relevés, la courbe semblait plate, puis l'intensification brutale des signaux a rendu visibles des failles stratégiques jusque-là noyées dans la routine. Pourquoi ces micro-anomalies ont-elles été sous-estimées et qu'obligeait-elle Ibrahim Traoré à conclure avant que la tendance ne se resserre sur des points névralgiques ? En 6 minutes, 3 drones ont été neutralisés, mais la question demeure. L'État était-il prêt, à temps, pour la prochaine variation ? Ce récit promet une lecture claire d'un moment où des détails minuscules ont pesé lourd, bien au-delà de leur apparente insignifiance. L'enjeu est simple. Comprendre comment un décalage discret dans les données peut déclencher une révision complète des priorités stratégiques et pourquoi ignorer ces signaux expose un pays à des risques disproportionnés. Pour le public, le bénéfice est concret. Saisir comment des choix techniques et organisationnels influencent directement la sécurité collective, sans jargon inutile ni spéculation. Ici, il ne s'agit pas de glorifier une réaction isolée, mais d'examiner les conditions qui la rendent possible ou fragile. À travers cette séquence, l'attention se porte sur les mécanismes internes, la chaîne d'alerte, la validation des informations, la coordination entre niveaux locaux et centraux. Ibrahim Traoré apparaît dans ce cadre comme un point de convergence décisionnelle, non comme une figure héroïque, mais comme un acteur confronté à des données imparfaites et à une contrainte de temps réel. La question centrale demeure. Comment transformer des signaux faibles en avantages stratégiques durables sans surestimer une réussite ponctuelle ni sous-estimer les menaces à venir ? En 6 minutes, la lecture des données a changé de statut. Ce laps de temps, court mais décisif, a suffi pour faire passer des anomalies jugées mineures à un signal stratégique crédible, obligeant une réévaluation immédiate des rapports disponibles. Dès l'ouverture de l'analyse, un élément quantifiable s'est imposé. La répétition mesurable des signaux dans plusieurs zones éloignées, là où l'on s'attendait à des incidents isolés. Au départ, le contexte ne laissait rien présager d'une urgence. Les relevés quotidiens suivaient un schéma connu, presque monotone, et les variations restaient dans une marge considérée comme acceptable. Pourtant, en superposant les rapports régionaux, une densification progressive est apparue. Les signaux n'étaient ni aléatoires ni uniques, ils formaient une tendance discrète mais persistante, perceptible seulement lorsqu'on élargissait l'angle de lecture. C'est à ce stade que Ibrahim Traoré et ses équipes ont modifié leur approche. Au lieu d'examiner chaque anomalie séparément, ils ont privilégié une comparaison systématique, cherchant des correspondances de fréquence, d'intensité et de direction. Cette méthode a révélé un schéma répétitif, suggérant non pas un dysfonctionnement technique, mais un test méthodique conduit par un acteur extérieur. Le basculement n'a pas été spectaculaire, mais progressif, fondé sur l'accumulation de micro-indices concordants. Le contexte sécuritaire du Burkina Faso explique en partie la prudence initiale. Les équipes locales sont habituées à filtrer un grand volume de données imparfaites et la tentation est forte de reléguer les écarts marginaux au rang de bruit de fond. Pourtant, cette situation a montré les limites de cette logique défensive. En quelques heures, ce qui semblait insignifiant a pris une cohérence nouvelle, forçant une révision du cadre d'analyse. Ce mini-révélateur a posé une question structurante. Si ces signaux avaient été interprétés plus tôt, la réponse aurait-elle été différente ou plus anticipée ? Dans cette séquence, le rôle des équipes locales devient central. Ce sont elles qui, en première ligne, ont consigné les variations initiales, souvent sans certitude sur leur portée réelle. Leurs rapports, fragmentés et espacés, n'avaient rien d'alarmant pris isolément. Pourtant, ces observations ont constitué la matière première d'une lecture plus large, capable de révéler une dynamique invisible à l'échelle d'une seule zone. Ici, ce qui guide l'action n'est pas un individu isolé, mais un système humain fait de techniciens, d'analystes et de responsables intermédiaires. Leur premier impact a été discret. Signaler, consigner, transmettre, cette routine, longtemps perçue comme administrative, a soudain pris une dimension stratégique
lorsque les données ont commencé à se recouper. Un micro-cas illustre ce basculement. Dans une région éloignée, une variation jugée négligeable a été classée sans suite jusqu'à ce qu'une autre unité, à plusieurs centaines de kilomètres, rapporte un signal presque identique. C'est dans ce va-et-vient entre terrain et centre que la perception a évolué. Les premiers effets concrets se sont manifestés par un ajustement des seuils d'alerte et une circulation plus rapide de l'information. Avant même toute décision majeure, cette simple réorganisation a accru la vigilance collective. Les équipes ont compris que leurs observations, même marginales, pouvaient s'inscrire dans un ensemble cohérent. L'impact précoce est donc moins visible qu'une action spectaculaire, mais tout aussi déterminant. Il a montré que la valeur stratégique ne réside pas uniquement dans la technologie, mais dans la capacité à relier des fragments épars. Et c'est là l'essentiel. Ignorer un détail peut coûter une fenêtre de réaction entière. Avant le basculement, la situation semblait maîtrisée, les signaux enregistrés étaient classés selon des procédures éprouvées, et chaque variation marginale trouvait une explication technique plausible. Puis, un changement s'est opéré. Ce qui relevait d'une simple surveillance passive est devenu une phase d'activation, lorsque plusieurs unités ont signalé, presque simultanément, des anomalies comparables. La chronologie est alors devenue décisive. En quelques heures, des données dispersées ont commencé à s'aligner, révélant une progression régulière plutôt qu'un incident isolé. L'activation n'a pas été immédiate au sommet. Les niveaux intermédiaires ont d'abord hésité, freinés par la crainte d'une surinterprétation. Cette inertie relative a constitué le premier point de tension. Pendant ce laps de temps, les signaux continuaient d'apparaître à intervalles de plus en plus rapprochés, dessinant une dynamique que les tableaux standards ne mettaient pas encore en évidence. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré a exigé une lecture transversale des rapports, rompant avec l'analyse en silo. Le passage au cœur du processus, le moment décisif, s'est produit lorsque la comparaison des trajectoires a montré une convergence vers des zones sensibles. La question n'était plus de savoir si les données étaient fiables, mais ce qu'elles indiquaient collectivement. Les équipes ont alors basculé dans un mode d'urgence contrôlé. Les seuils d'alerte ont été ajustés, les canaux de communication raccourcis et les informations partagées en temps réel. Cette montée en intensité a transformé une veille routinière en une réponse coordonnée, sans toutefois céder à la précipitation. Le moment le plus dense s'est cristallisé autour d'une séquence courte et dense, la confirmation d'une intrusion, l'identification des vecteurs, puis l'ordre de neutralisation. Chaque étape reposait sur les signaux accumulés auparavant. Rien n'était improvisé, mais tout était accéléré. Cette capacité à agir vite n'était pas le fruit d'une technologie exceptionnelle, mais d'une lecture cohérente des données disponibles, rendues possibles par la phase d'activation précédente. Les répliques, c'est-à-dire les effets en retour, ont suivi presque immédiatement. Une fois l'opération achevée, la question de l'après s'est imposée. Les équipes ont dû revenir sur la chronologie, analyser les délais, mesurer ce qui avait fonctionné et ce qui avait failli retarder la réponse. Cette phase a révélé un enseignement clé. La lenteur initiale dans la validation des signaux aurait pu coûter une fenêtre stratégique précieuse. En revanche, la capacité à corriger rapidement cette inertie a limité les risques. Dans cette succession d'événements, la ligne de fracture est claire. Avant, les données étaient perçues comme un bruit de fond. Après, elles sont devenues un levier décisionnel. Le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce passage non comme un déclencheur isolé, mais comme le point où l'activation, le moment décisif et les répercussions se sont alignés dans une même temporalité. La question reste ouverte. Sans ce basculement progressif, la réponse aurait-elle été aussi rapide et cohérente ? Au point de départ, la ligne de base paraissait stable. Les relevés initiaux indiquaient des signaux faibles, peu fréquents et d'intensité limitée, suffisamment ordinaires pour rester en dessous des seuils d'alerte habituels. Puis, le différentiel est apparu. En comparant la situation de référence avec les données accumulées sur quelques heures, l'écart est devenu mesurable, obligeant les analystes à reconnaître une évolution qui ne relevait plus de la simple variation technique.
Le premier indicateur clé concernait l'intensité des signaux. Initialement marginale, elle a augmenté de manière progressive mais constante. Cette hausse n'a pas été spectaculaire, mais elle a suivi une pente régulière, suffisamment cohérente pour exclure une fluctuation aléatoire. Un léger gain d'intensité, répété à intervalles rapprochés, a suffi pour transformer une anomalie tolérable en un signal stratégique exploitable. Autrement dit, ce n'est pas le niveau absolu qui a compté, mais la trajectoire observée sur une courte durée. Le deuxième indicateur portait sur la fréquence. À la base, les apparitions étaient sporadiques et dispersées. Après comparaison, un changement net est apparu. Les intervalles entre les signaux se sont resserrés. Cette réduction graduelle du temps séparant chaque détection a constitué un élément déterminant. Elle suggérait non seulement une répétition, mais une intention structurée, comme si un opérateur cherchait à tester progressivement la réactivité du système de surveillance. Cette évolution a donné un sens nouveau à des données qui, prises isolément, restaient anodines. Le troisième indicateur concernait la direction et la convergence des trajectoires. Dans la phase de référence, les signaux semblaient isolés et sans orientation commune. Après superposition des relevés, une logique spatiale est apparue. Les trajectoires convergeaient vers des zones spécifiques, identifiées comme stratégiques. Cette convergence a renforcé l'hypothèse d'une intrusion méthodique, car elle excluait l'idée d'incidents indépendants et non coordonnés. L'analyse combinée de ces trois indicateurs a constitué le véritable tournant quantitatif. Pris séparément, chacun pouvait être expliqué par des facteurs techniques ordinaires. Ensemble, ils formaient un faisceau cohérent. C'est cette lecture agrégée qui a permis à Ibrahim Traoré et à ses équipes de justifier une montée en vigilance sans extrapoler au-delà des données disponibles. Le raisonnement est resté prudent, fondé sur des écarts mesurables plutôt que sur des intuitions. Un élément important réside dans l'interprétation de ces chiffres. Chaque indicateur a été accompagné d'une explication opérationnelle simple afin d'éviter toute surinterprétation. L'objectif n'était pas d'impressionner par des valeurs abstraites, mais de relier chaque variation à une implication concrète pour la surveillance et la prise de décision. Cette discipline analytique a permis de maintenir un équilibre entre réactivité et rigueur. En définitive, ces preuves quantitatives n'ont pas servi à prédire avec certitude une menace future, mais à réduire l'incertitude dans un contexte contraint par le temps. Elles ont transformé un ensemble de signaux faibles en une base décisionnelle défendable. La question demeure toutefois centrale. Sans cette comparaison systématique entre la ligne de base et son évolution rapide, combien de temps ces écarts seraient-ils restés invisibles ? Une première lecture critique minimise la portée de l'épisode. Selon cette position, la neutralisation des intrusions relèverait davantage des limites techniques des vecteurs observés que d'une réelle montée en compétence du dispositif burkinabé. Les signaux auraient été détectés parce qu'ils étaient imparfaits, mal dissimulés et donc plus faciles à intercepter. Dans cette optique, l'événement ne constituerait pas une preuve de robustesse, mais une conjonction favorable entre des failles adverses et une réaction opportuniste. Autrement dit, la réussite serait circonstancielle, difficilement reproductible face à un opérateur plus sophistiqué. Une seconde critique insiste sur le facteur chance. Elle souligne que la rapidité de réaction, souvent mise en avant, dépend étroitement du moment où les données ont été consolidées. Si les signaux avaient émergé de manière plus diffuse dans le temps ou dans un contexte informationnel plus saturé, la lecture transversale aurait pu être retardée. Cette approche rappelle que les systèmes soumis à des contraintes de ressources peuvent fonctionner efficacement une fois sans garantir une performance constante sur la durée. Le risque serait alors de surinterpréter un succès ponctuel. Face à ces arguments, la réponse s'appuie sur les faits observables. D'abord, la détection ne repose pas sur un unique signal défaillant, mais sur une accumulation cohérente d'indicateurs convergents. Ce point réduit la part du hasard, car il implique une méthode de comparaison structurée plutôt qu'une alerte isolée. Ensuite, la réduction progressive des délais de validation montre une capacité d'apprentissage en temps réel, même dans un cadre contraint. Ce n'est pas la perfection technique qui est mise en avant, mais l'adaptabilité du système. Enfin, le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique de pondération.
il n'a ni ignoré les limites structurelles, ni extrapolé au-delà des données disponibles. La décision de renforcer la vigilance s'est appuyée sur des écarts mesurables et répétés, non sur une intuition politique ou symbolique. Cette posture intermédiaire répond aux deux critiques sans les nier. Oui, les ressources restent limitées, mais oui aussi, la méthode employée a produit un résultat vérifiable. La question de fond persiste. Comment transformer cette capacité d'adaptation ponctuelle en une compétence durable, sans céder à l'illusion d'une invulnérabilité nouvellement acquise ? Ce moment charnière ne correspond pas à une action spectaculaire, mais à un glissement analytique précis. La certitude que les signaux observés formaient un test intentionnel, et non une simple accumulation d'incidents techniques. Cette prise de conscience a redéfini la lecture de l'ensemble des données disponibles en les inscrivant dans une logique stratégique plutôt que défensive. Jusqu'alors, l'analyse cherchait surtout à confirmer ou infirmer des anomalies. À partir de ce point, elle a commencé à anticiper. Les équipes n'ont plus seulement observé ce qui se produisait, mais ce qui pouvait raisonnablement suivre si la dynamique se poursuivait. Ce changement de posture a modifié les priorités opérationnelles. La surveillance s'est concentrée sur les trajectoires probables, les zones de convergence et les fenêtres temporelles les plus sensibles. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré a validé une réorganisation ciblée du dispositif de vigilance. L'objectif n'était pas d'étendre massivement les moyens, mais d'affiner leur usage. En réallouant l'attention analytique vers des points précis, le système a gagné en lisibilité et en réactivité. Cette décision marque la frontière entre une réaction à des faits passés et une préparation à des scénarios imminents. Au milieu de cette séquence, une idée simple s'impose. Reconnaître un test, c'est déjà commencer à le déjouer. À partir de là, chaque nouveau signal n'était plus une surprise, mais une confirmation d'hypothèse. Les effets de cette séquence ne se sont pas limités au cercle restreint des analystes. Ils ont produit des conséquences tangibles pour 4 groupes distincts, chacun exposé différemment à la relecture des signaux et à la réponse coordonnée qui a suivi. Pour les institutions nationales, l'impact a d'abord été organisationnel. La chaîne de décision a gagné en clarté, en particulier dans la circulation de l'information entre niveaux locaux et centraux. Ce réajustement a mis en évidence une capacité à corriger des inerties internes sans réforme structurelle lourde. La crédibilité de l'appareil sécuritaire s'en est trouvée renforcée, non par une démonstration de force, mais par une preuve de cohérence opérationnelle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'articulation, garant d'une lecture unifiée plutôt que d'une dispersion des interprétations. Pour les forces de terrain et les équipes techniques, la conséquence a été immédiate et pratique. Leur travail quotidien, souvent perçu comme répétitif, a acquis une reconnaissance stratégique nouvelle. Chaque relevé, chaque rapport, même marginal, a désormais une valeur potentielle plus élevée. Cette reconnaissance a favorisé une vigilance accrue et une responsabilisation plus forte. Elle a également encouragé une montée en compétences car la compréhension des signaux faibles est devenue un savoir-faire central et non un simple complément technique. Du côté de la population civile, l'impact s'est manifesté de manière plus diffuse mais réelle. La perception d'une réponse rapide et structurée a contribué à réduire un sentiment d'insécurité latent. Sans entrer dans le détail des opérations, le message implicite a été clair. Les alertes locales peuvent être prises en compte et intégrées dans une logique nationale. Cette confiance relative ne repose pas sur la promesse d'une protection absolue, mais sur l'idée que les mécanismes d'alerte fonctionnent et évoluent. Enfin, pour les acteurs régionaux et extérieurs, les conséquences ont été principalement symboliques et stratégiques. La démonstration d'une capacité d'analyse fine, même avec des ressources limitées, a modifié la perception du Burkina Faso dans son environnement. Elle a introduit une incertitude nouvelle pour d'éventuels opérateurs extérieurs, contraints de revoir leurs hypothèses sur la réactivité du pays. Cette incertitude agit comme un facteur de dissuasion relatif, sans pour autant éliminer le risque d'adaptation adverse. Pris ensemble, ces 4 niveaux montrent là que l'enjeu dépasse l'événement initial. La réponse ne s'est pas contentée de neutraliser une situation ponctuelle, elle a redistribué les attentes et les comportements des acteurs concernés. La question demeure toutefois ouverte.
Ces effets peuvent-ils se maintenir dans le temps ou s'éroderont-ils face à des pressions plus complexes et répétées? À partir des données observées et des ajustements déjà engagés, 3 trajectoires probablement plausibles se dessinent pour les mois à venir. L'appel ne prétend pas de prédire l'avenir, mais éclairer les marges de manœuvre réelles du Burkina Faso face à des menaces évolutives. Une première trajectoire, la plus probable, repose sur une consolidation sans transformation majeure. Le pays consolide les acquis sans bouleversement. Les procédures affinées lors de l'épisode analysé deviennent des routines et la vigilance reste stable. Les intrusions potentielles sont moins fréquentes et mieux identifiées, mais la capacité de réponse dépend toujours d'une coordination humaine exigeante. Si cette approche limite les coûts et évite une escalade technologique, elle comporte un risque, celui de s'installer dans un confort relatif où la méthode fonctionne tant que l'adversité ne change pas radicalement de forme. Une deuxième trajectoire, plus favorable, suppose une capitalisation plus ambitieuse sur l'expérience acquise. Les équipes techniques renforcent leur capacité d'analyse des signaux faibles, et la circulation de l'information devient plus fluide encore. Le dispositif gagne en anticipation plutôt qu'en simple réactivité. Dans ce cadre, le Burkina Faso pourrait servir de référence régionale, non par la puissance de ses moyens, mais par la cohérence de sa méthode. Ibrahim Traoré, en soutenant cette orientation, placerait la discipline analytique et l'apprentissage continu au cœur de la posture défensive. Ce scénario repose toutefois sur une constance politique et organisationnelle difficile à maintenir sur la durée. Une troisième trajectoire, plus défavorable, envisage une adaptation adverse plus rapide que prévu. Les opérateurs extérieurs ajustent leur tactique, rendant les signaux plus discrets et plus complexes à interpréter. Les ressources limitées du système burkinabé sont alors mises à rude épreuve. Le pays se trouve face à un choix contraignant. Investir massivement pour suivre le rythme technologique ou accepter une surveillance plus diffuse avec un niveau de risque accru. Cette tension pourrait fragiliser les acquis récents et exposer les failles que l'épisode précédent avait temporairement masquées. Ces 3 scénarios convergent vers une même recommandation de fond. Penser en termes de conditions plutôt que de certitudes. Si les signaux restent lisibles, alors l'avantage méthodologique se maintient. S'ils se complexifient, alors la capacité d'adaptation devient le facteur décisif. La vraie question n'est donc pas laquelle de ces trajectoires s'imposera, mais quelles décisions présentes influenceront le point d'entrée dans l'une ou l'autre. Au-delà des cercles institutionnels, cette séquence touche indirectement des groupes plus proches du quotidien. Elle rappelle que des décisions prises à partir de données techniques peuvent produire des effets concrets, même lorsqu'elles restent invisibles pour la majorité. Pour les citoyens, l'enseignement principal tient dans la valeur accordée aux signaux locaux. Une observation transmise, un détail consigné sans certitude immédiate, peut s'intégrer dans une chaîne de lecture plus large et influencer une décision stratégique. Pour les professionnels exposés à des environnements complexes, qu'ils soient dans la sécurité, la gestion des infrastructures ou l'analyse de données, l'épisode met en lumière une réalité familière. L'enjeu n'est pas seulement de collecter l'information, mais de lui donner un cadre interprétatif pertinent. L'expérience du Burkina Faso montre que la discipline méthodologique peut compenser en partie des limites matérielles. Ce principe résonne bien au-delà du contexte militaire, dans toute organisation confrontée à l'incertitude. Les jeunes générations, souvent éloignées des mécanismes décisionnels, peuvent y voir un modèle différent de l'action collective. Ici, l'impact ne repose pas sur une innovation spectaculaire, mais sur une attention soutenue aux détails et sur la coordination. Cette approche valorise des compétences transversales, comme l'observation, la rigueur et la communication, plutôt qu'une dépendance exclusive à des outils avancés. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas celle d'un décideur solitaire, mais d'un point de convergence entre des informations imparfaites et des choix contraints. Cette lecture nuance l'idée d'un pouvoir vertical et met en avant la responsabilité partagée entre niveaux locaux et centraux. Le spectateur est ainsi renvoyé à une question simple mais exigeante dans son propre environnement. Quels signaux faibles sont aujourd'hui ignorés, faute d'un cadre pour les relier et leur donner du sens collectif? À partir des enseignements tirés de l'épisode, une feuille de route pragmatique se dessine.
fondée non sur l'ajout massif de moyens, mais sur l'optimisation de ceux déjà mobilisés. La première étape concerne la centralisation des données. Les relevés issus des unités locales doivent être transmis via un canal commun, accessible en temps réel afin de réduire les délais de comparaison et d'éviter les lectures salles fragmentées. Cette mesure relève avant tout d'une organisation claire, plus que d'un investissement technologique lourd. La deuxième étape porte sur la formation continue des équipes. Il s'agit de renforcer la capacité à interpréter les micro-variations, en mettant l'accent sur la reconnaissance de tendances plutôt que sur la validation isolée d'anomalies. Des sessions régulières intégrées au fonctionnement courant permettraient de maintenir un niveau d'attention homogène entre les différentes unités. La troisième étape consiste à instaurer un recalibrage périodique des seuils d'alerte. Plutôt que de réagir après chaque incident, le système gagnerait à ajuster ses paramètres à intervalles définis, en fonction des données accumulées. Cette démarche préventive limiterait les effets de surprise et renforcerait la cohérence de la vigilance. Une quatrième étape vise la formalisation du processus d'intervention. Chaque phase, du premier signal détecté à la décision finale, doit être documentée et partagée. Cette traçabilité facilite l'apprentissage collectif et permet d'identifier rapidement les points de friction ou de retard. Enfin, le rôle de coordination, assumé à ce niveau par Ibrahim Traoré, reste déterminant. Il ne s'agit pas d'imposer des décisions descendantes, mais de garantir l'alignement entre information, interprétation et action. Cette feuille de haute route n'élimine pas le risque, mais elle crée des conditions plus favorables pour y répondre avec méthode. Le fil conducteur de cette séquence revient toujours au même point. Un détail perçu à temps peut changer la trajectoire d'un ensemble entier. Ce motif, apparu dès les premiers relevés consignés par les équipes locales, trouve ici son écho final. Ce qui n'était qu'une variation marginale est devenu un repère, puis un déclencheur, révélant la force d'une attention collective organisée. En revenant à ces observations initiales, on mesure le chemin parcouru. Les données fragmentées, longtemps reléguées au second plan, ont acquis une valeur nouvelle lorsqu'elles ont été mises en relation. Cette transformation n'est pas seulement technique, elle est culturelle. Elle suppose une confiance dans le travail de terrain et une capacité à relier des informations imparfaites sans les surinterpréter. Ibrahim Traoré incarne ce point d'équilibre, où la décision ne repose ni sur l'intuition seule, ni sur la certitude absolue, mais sur une convergence raisonnable d'indices. Le rappel émotionnel tient dans cette idée simple. La vigilance n'est pas un état permanent d'alerte, mais une discipline partagée. Elle se construit dans la répétition de gestes modestes, dans la transmission patiente de signaux faibles et dans la reconnaissance de leur importance potentielle. Une variation ignorée aujourd'hui peut devenir l'urgence de demain. Cette histoire ne se referme pas sur une certitude, mais sur une invitation à réfléchir collectivement. Elle montre qu'un pays peut renforcer sa résilience sans disposer de moyens illimités, à condition de valoriser l'attention, la méthode et la coopération. Ce message dépasse largement le cadre du Burkina Faso et trouve un écho dans de nombreux contextes où les menaces sont diffuses et difficiles à anticiper. L'expérience décrite suggère que la sécurité, au sens large, n'est jamais uniquement l'affaire des institutions. Elle repose aussi sur la qualité des liens entre information locale et décision centrale, entre observation modeste et stratégie globale. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré rappelle qu'une direction efficace consiste souvent à créer les conditions pour que les signaux circulent et soient interprétés avec rigueur plutôt qu'à imposer des réponses spectaculaires. La question finale reste ouverte et volontairement simple. Comment, dans nos propres environnements, pouvons-nous mieux reconnaître les signaux faibles qui nous entourent et éviter qu'ils ne soient relégués au rang de bruit de fond? En y répondant, chacun participe, à son échelle, à une forme de vigilance partagée qui dépasse les frontières et les circonstances particulières.